Ma vie, ma Tunisie. Témoignage du beau-frère de Salah Karkar, ex-dirigeant d'Ennahda. Écrit par Massine Kevin Labidi. Livre sponsorisé par MCAN. Mouvement du changement d'Afrique du Nord. Site web, mcantimes.com. Une enfance chaotique. La découverte de l'espace. Au début, l'Ariana ressemblait à la campagne. C'était la découverte d'un lieu nouveau, vaste et vide, dans un endroit peu habité, avec des champs d'oliviers tout autour, quelques maisons en construction ici et là, certaines habitées, d'autres non. La mer n'était pas loin, on pouvait sentir son odeur et sa fraîcheur dans l'air, au point qu'un proverbe tunisien dit que, si la mer était à l'Ariana, personne n'irait au tombeau. Non loin, face à notre maison, se dressait une colline avec à son sommet 2 grands réservoirs d'eau qui alimentèrent la ville, et derrière s'étendait un vaste fort. L'Ariana est surnommée la ville des roses, à cause des jardins qu'elle contenait à l'époque des Hasfides. Dans la ville ancienne se trouve encore le mausolée Sidi Amar. Elle est jouxtée au sud par Tunis, et au nord les terres agricoles s'étendaient encore jusqu'à Carthage. L'État commençait à lotir ces dernières pour en faire des quartiers d'habitation. La maison de mes parents se situait dans la cité Annouza, tout près de la ville ancienne. La maison de l'Ariana comptait de nombreuses pièces, dont 3 chambres. Une pour mes parents, une pour les garçons et une autre pour les filles, où il était interdit aux garçons d'entrer, sauf à moi. Tous les endroits de la maison m'étaient permis. Il y avait aussi la cuisine, une salle à manger, un grand salon et une salle de bain, mais tout cela n'était pas encore achevé. Il manquait la peinture et certaines portes et fenêtres. À l'extérieur, une véranda semi-ovale occupait la façade, et sur l'arrière, une autre véranda était prolongée par un vaste jardin. Sa végétation dense avivait mon appétit de découvrir quelques niches ravissantes, comme seule la nature sait en réserver aux enfants rêveurs. Pendant la journée, je rôdais autour de la maison pour découvrir les environs. Tous les jours, je m'aventurais un peu plus loin. Mais la nuit était mon paradis. Je contemplais longuement le ciel de la fenêtre de la chambre des garçons. Je me noyais du regard dans l'obscurité du ciel et de ses étoiles. Après le déménagement, nos premiers dîners se firent à la lumière des lampes à pétrole. Ma mère bloquait l'entrée à l'aide de grands tonneaux et bouchait les fenêtres avec des planches de bois. Le soir, l'excitation nous gagnait, car tout cela était nouveau pour nous. Nos chahuts ne furent jamais aussi furieux et amusants. Mais les disputes entre mes parents étaient aussi d'une violence rare. Mon père s'était opposé à ce départ. Il avait peur de perdre ses vieilles habitudes, ses amis de l'ancienne Médina, et surtout d'affronter la responsabilité de cette nouvelle habitation indépendante et pas encore achevée. Mais le dernier mot revenait toujours à ma mère, et il ne restait à mon père que la possibilité de sortir pour revenir très tard la nuit, un peu plus serein après quelques verres de vin avec des amis dans un bar de Tunis. Ma mère a toujours veillé à notre bien-être. Nous étions habillés avec goût, non pas dans le souci de paraître, mais pour nous apprendre à respecter notre corps et à cultiver le sens de la rigueur. À son idée, une tenue propre, simple, sans effet de style exagéré, allait de pair avec une bonne hygiène de l'esprit. Les valeurs morales qu'elle nous inculquait relevèrent du bon sens. Garder courage en toutes circonstances, même dans les pires moments, aimer et respecter son prochain. Mais elle attachait un soin particulier à notre scolarité. Pour elle, c'était primordial. Il ne pouvait pas y avoir de véritable richesse de l'esprit sans une solide formation intellectuelle. Surtout, elle voulait à tout prix nous éviter la triste vie dont elle continuait de souffrir. Au sujet de l'éducation, mes parents se rejoignaient pleinement. C'est d'ailleurs un des seuls points d'entente que j'ai remarqué entre eux. Bien que mon père péchât à de nombreux égards par son caractère fruste, il était d'accord avec ma mère pour que les filles soient sur un pied d'égalité avec les garçons, même si, au fond de lui, il gardait une préférence pour ses fils. Ses racines rurales ne cessèrent de le trahir, tout comme son illettrisme avait créé chez lui un complexe qu'il n'aurait pas supporté de voir chez ses enfants. « Seules vos études peuvent vous aider », nous répétait-il souvent. « Les premiers en classe obtiennent tout ce qu'ils veulent. » Notre déménagement avait eu lieu vers la fin des vacances d'hiver, au début de l'année 1973. Quelques jours passèrent, et ce fut la reprise de l'école. Mes grandes sœurs n'avaient pas changé de lycée. Elles étaient obligées de faire le trajet tous les jours à Tunis. À midi, elles déjeunaient dans l'ancienne maison de la Médina qui était proche, et elles revenaient le soir fatiguées pour réviser leurs cours. Quant à ma plus jeune sœur et moi, ma mère nous avait inscrits dans une école primaire moins loin de chez nous. J'étais dans la classe de 3e année primaire.
Bien que j'eusse retrouvé une grande partie de mes moyens intellectuels avant la reprise de l'école, je demeurais peu loquace. Mon visage et mes manières se trouvaient encore prisonniers de mon monde intérieur. Ce qui m'effrayait le plus, c'était le nombre d'enfants de mon âge. Pourquoi ma mère me mettait-elle dans cet endroit? J'étais pourtant très bien à la maison. L'amour que ma famille me portait était éminent. Je n'ai jamais bien su si c'était un amour naturel ou d'apitoiement, de compassion, parce que j'étais le plus fragile. Je passais la plus grande partie de la pause de midi en classe, loin de l'agitation des autres, après avoir grignoté seul dans un coin de la cour de l'école le sandwich que ma mère nous préparait quotidiennement. En classe, l'instituteur me traitait d'une façon un peu spéciale. J'étais toujours placé devant son bureau, sous ses yeux. Je compris par la suite que ma mère lui avait demandé de faire attention à moi parce que j'avais un comportement isolé, asocial, et que j'articulais mal. Les premiers jours d'école furent très difficiles, mais au fil des jours, je commençais à prendre de bonnes habitudes. Dès que je rentrais à la maison, je travaillais fort pour rattraper mon retard, effacer mes nombreuses lacunes et fixer ma concentration. J'avais bien remarqué que tout le monde s'occupait de moi, surtout ma deuxième sœur, Samira, qui me consacrait une grande attention et s'occupait de me faire réviser mes leçons avec patience et délicatesse, comme si elle était ma deuxième mère. À la différence de mes autres frères, je préférais toujours rester seul loin de tout le monde. Ma relation à l'environnement avait pris très tôt une grande importance pour moi. Dans la nouvelle maison de l'Ariana, je me cachais souvent dans la cave, restant parfois des heures sans rien faire, juste à réfléchir et à chercher à comprendre le monde qui m'entourait. J'ai toujours souhaité être autre chose qu'un être humain. Dans mon futur, je me voyais comme un oiseau nocturne qui se retire dans son trou pendant la journée. D'ailleurs, je demeurais le plus souvent en marge des individus, préférant me réfugier dans un monde propre à moi, auquel nul n'avait accès, et qui me façonna au fil des années. Les blessures font partie intégrante de la vie. Elles peuvent être infimes ou impressionnantes, mais elles nous grignotent en silence pour finir par se mélanger à notre chair et la pourrir peu à peu. Mes jeux préférés étaient avec les animaux. Je pratiquais des expériences avec application, comme l'eût fait un scientifique. Plus les jours passaient, plus mon sens de l'observation se développait. Je pouvais rester des heures à regarder la feuille d'un arbre ou une brindille sans dire un mot, ni exprimer une quelconque émotion. C'était comme si je vivais sur une planète conçue pour moi seul, où j'avais mon royaume, mes repères, et toute une colonie de personnages fantasmagoriques avec lesquels je conversais mentalement. Je continuais à ne fréquenter aucun garçon de mon âge. Pire, dès qu'un enfant s'approchait de moi, attiré par mes jeux étranges, je le chassais en affichant le faciès hostile d'une mangouste à moitié sauvage. Comme d'autres familles tunisiennes de la classe moyenne, la mienne était respectueuse des principes culturels, aimait son pays et tâchait de conserver sa dignité malgré les difficultés économiques. Faire vivre 9 enfants et s'occuper de leur éducation et de leurs besoins, ce n'était pas facile. Heureusement que Bourguiba avait rendu l'éducation gratuite. Je ne voyais presque jamais mon père, qui s'attardait au travail ou avec ses amis. C'est avec ma mère que je passais le plus clair de mon temps. Quand j'étais à la maison, je restais tout le temps collé à elle, à l'affût de ses moindres mots et gestes. L'éducation de ses 9 enfants ne paraissait lui causer aucune fatigue. Son ardeur à la tâche ne faiblissait que très rarement, ou alors pendant quelques secondes qu'elle tournait en dérision tout de suite après. Son opiniâtreté était démesurée, pratiquement psychotique. Que cherchait-elle dans cet acharnement qui confinait à l'obsession? Rester sans rien faire la fatiguait. Elle ne se reposait jamais, s'affairait sans cesse. En plus de toutes ses tâches ménagères à la maison, elle allait faire ses courses au marché de la vieille ville. Je l'accompagnais pour l'aider à porter les sacs, et en même temps découvrir un peu plus ce monde pour moi plein de surprises, dans lequel je me trouvais parachuté. Ma mère ne demandait pas à mes sœurs de l'aider dans les tâches ménagères. Quand l'une d'elles proposait son aide, elle lui disait « Va réviser tes cours, c'est mieux pour toi ». Elle faisait tout pour que ses filles mènent une vie moderne et autonome. Elle portait par habitude le sefsari traditionnel à l'extérieur bien que Bourguiba eût encouragé les femmes tunisiennes à l'enlever. Mais pour ses filles, il n'en était pas question. Elle leur achetait des jeans, des mini-jupes et des chemises à la mode. C'étaient des jeunes filles imprégnées de la modernité naissante, vouées à combattre les freins conservateurs de l'arrière-garde traditionnaliste qui limitent le rôle de la femme à celui de boniche. La découverte de l'au-delà. Les jours passaient vite entre l'école et la maison. Tous les jours, je découvrais une sensation ou un concept qui m'était jusque-là étranger.
Ma grand-mère maternelle vint nous rendre visite pour se rendre compte de la vie de sa fille dans sa nouvelle demeure. Un jour, en fin d'après-midi, alors que le doux parfum des pâtisseries qu'on venait de préparer s'échappait de la cuisine, je la trouvais en rentrant du jardin agenouillée pour la prière Salat el-Asr, la 3e prière de la journée pour les musulmans. Je m'approchai d'elle et l'interrogeai. « Que fais-tu » Je prie Rabbi pour qu'il m'accepte à ses côtés et qu'il soulage mes souffrances, car je dois bientôt partir. « Dieu répond-il à toutes tes demandes » continuai-je. « Bien sûr, il nous donne tout ce qu'on lui demande. » À ces paroles, je m'installai sur le tapis de prière, imitant ses gestes, et je m'écriai avec ferveur. « Mon Dieu, fais que je devienne un singe. » Omizora crut que je demandais du yaourt, yaourt et singe ayant dans notre dialectal une sonorité presque identique pour un enfant qui articule mal et une grand-mère qui n'entend pas beaucoup mieux. Elle exauça donc ma prière en me donnant quelques pièces. « Va acheter ton yaourt, mon enfant. » Je fis ce qu'elle m'ordonnait de peur de la froisser. Mais quand je revins à la maison, j'interrogeai ma mère. Dieu accède-t-il à toutes nos demandes? Sans aucun doute. Pourquoi ne m'a-t-il pas transformé en singe comme je le lui ai demandé dans ma prière? Tu as oublié l'essentiel. Après la prière, il faut se laver avec du lait puis se coucher nu. À ton réveil, tu seras transformé en singe. Je me dis que cette opération était bien trop difficile à réaliser. Je l'accomplirai quand je serai grand. Je deviendrai un singe et j'aurai la possibilité de grimper partout. Le lendemain, ma grand-mère se sentait extrêmement abattue. Elle décida de rentrer à Tunis. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois pour regarder notre maison. La tristesse emplissait ses yeux. Elle prononça quelques mots incompréhensibles puis nous embrassa. Quelques jours plus tard, elle s'alita. Son état empirait de jour en jour, au point qu'elle perdit la parole. Ma mère dut alors se rendre à son chevet. « Écoute-moi, Karim, » me dit-elle. « Je dois partir à Tunis. Ta grand-mère est très malade. Je te fais confiance pour garder la maison. Reste tranquille et ne sors pas d'ici. Quand ton père sera rentré, dis-lui de me rejoindre. » Je me retrouvais donc subitement seul. Toute cette agitation m'avait troublé. Profitant de ma solitude, je me mis à errer dans le jardin au gré de mon instinct, sans me soucier du temps qui fuyait. Je marchais de long en large, traversais plusieurs fois le jardin, revins sur la véranda, retournai encore près des arbres. Je revoyais le visage de ma grand-mère entre les branches. Je me souvenais de ma dernière conversation avec elle sur le tapis de prière. Maintenant, j'associais son image à celle de Dieu, et je ne m'étais jamais senti aussi près d'elle. J'avais peur de l'immensité de cette nouvelle dimension qui s'ouvrait à ma conscience, mais en même temps cela activait en moi un sentiment de bien-être. Lorsque la lumière fléchit, je m'assis sur les marches devant la maison et contemplais le coucher du soleil derrière la montagne et la progression du crépuscule jusqu'à l'arrivée de mon père. Je lui transmis le message de ma mère. Il attendit qu'une de mes sœurs arrive, lui dit de s'occuper de moi et partit en courant. Le lendemain, un masque de tristesse figeait tous les visages. Omizora était décédée. C'était le 20 février 1973. Tout le monde partit assister à ses funérailles sauf moi. D'après ce que j'ai compris, grand-mère avait dit à ma mère de ne pas m'amener. Elle ne voulait pas que je la voie ni avant ni après sa mort, me trouvant trop fragile pour cela et craignant que je ne sois choqué. Je n'arrivais pas à comprendre ce que signifiait la mort. Je questionnais plusieurs fois ma mère. Tout ce qu'elle sut me dire, c'était qu'Omizora était partie au ciel, là-haut près de Dieu. Qu'est-ce Dieu? Pourquoi au ciel? Que faisait-elle près de Dieu? Comment était-elle montée près de lui? Les questions tournèrent dans ma tête sans que j'aie le courage de les poser. Tout. Ce que je comprenais, c'est que je ne la reverrais plus jamais, ou seulement après ma propre mort. Mais je me reposais encore et encore la question, c'est quoi la mort? Les questions que je me posais, je les gardais pour moi la plupart du temps, de peur de mal m'exprimer. Certes, elles étaient claires dans mon esprit, mais pour les transformer en mots et en phrases, c'était difficile. Je ne posais que les questions que j'arrivais à bien prononcer. Parfois, je m'isolais et me posais la question à haute voix à moi-même avant de la poser à ma mère ou à quelqu'un d'autre, pour être sûr d'y arriver. Je finis par me ranger à l'opinion de ma mère que la mort est un voyage sans retour vers le ciel. La découverte de la mort et de Dieu me fit réfléchir sur la relation entre ces deux mots. En associant ma grand-mère à la mort, elle était partie près de Dieu, ce Dieu qui réalise tous nos souhaits. Je souhaitais mourir pour aller moi aussi près de Dieu, rejoindre Omizora que j'aimais tant. Avec du recul, je m'aperçois que j'ai aimé Dieu à travers l'image d'elle que j'avais à l'esprit, sa délicatesse et son amour envers moi. Quelques mois après, ma mère mit au monde mon tout petit frère. Je n'ai rien compris.
Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle avait mal au ventre. Elle est sortie en courant et est revenue quelques heures après, portant dans ses bras un petit bébé enrobé dans une couverture blanche qu'elle a déposé sur la banquette du salon. Elle l'a entouré de coussins et m'a dit de faire bien attention à ne pas faire du mal à mon petit frère pendant qu'elle préparait le dîner. Je restais près de lui à le dévisager, éberlué. D'après ce que je me rappelle, ce fut une surprise pour tout le monde, ce 28 mai 1973. Toute la famille fut contente de ce nouveau-né imprévu. Personne ne s'attendait à sa venue. L'arrivée de mon tout petit frère fut la dernière dans la famille. Ma mère n'eut plus d'enfants après lui. Déjà, elle ne s'attendait pas à tomber enceinte car, lorsqu'elle s'apprêtait à mettre son avant-dernier enfant au monde, mon père avait demandé au médecin de service à l'hôpital de pratiquer sur elle à son insu une ligature des trompes, ce que le médecin avait accepté, franchissant les limites de l'acceptable. À l'issue de l'accouchement, il avait donc opéré ma mère. Mais par un miracle que je ne saurais expliquer, l'opération avait été un échec, et mon dernier frère était venu au monde. Évidemment, je posais à ma mère les questions habituelles de tout enfant de mon âge. D'où venait ce petit frère? Et comment était-il venu? Ma mère nous avait habitués à toujours donner des réponses à nos questions, à chacun selon son âge et son niveau de compréhension et de pensée. Je remarquais que quand une de mes sœurs lui posait une question, elle répondait parfois « Je ne sais pas » et parfois donnait la réponse. Et quand on lui demandait son avis, elle le donnait toujours en ajoutant « À toi de voir ». Mais quand il s'agissait de moi, elle me donnait toujours une réponse. Pour cela, je trouvais presque toujours le courage de lui poser des questions. Mais cette fois, sa réponse ne fut pas convaincante. « Ton frère était dans mon ventre, me dit-elle. Il dormait. Quand il s'est réveillé, il est sorti pour nous rejoindre. Je l'ai comprise avec la logique d'un petit enfant. Si on va vers Dieu quand on meurt, logiquement, on vient de chez lui quand on est. Mon petit frère était donc venu de Dieu dans le ventre de ma mère. » Découvrez Ma vie, ma Tunisie, disponible en format papier et e-book sur lulu.com et amazon.com. Sinon, suivez le livre audio sur la chaîne et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.